On va commencer. Déjà, bonjour à tous, merci d'être restés, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Je m'appelle Antoine Robier, je suis Mobile Lead Tech chez Worldline, donc une société que vous connaissez peut-être pour le paiement, mais comme je l'ai dit, on fait aussi du mobile et de l'UX. Aujourd'hui, on va parler du UX, mais vous allez voir de façon extrêmement générale. Donc pour commencer, petite clarification, je pense que beaucoup ici savent, mais qu'est-ce que l'UX? Expérience utilisateur, merci. Il n'y a pas beaucoup de suspense, je pense que voilà. Par contre, est-ce que vous saviez qu'il y a une norme qui définit l'UX? Alors j'ai mis la référence, je ne vais pas vous la dire, mais elle dit que l'UX c'est a person's perceptions and responses that result from the use or anticipated use of a product, system or service. Alors il y a plusieurs notions qui sont intéressantes dans cette définition. C'est déjà, et je fais un petit clin d'œil à la keynote, on parle de personnes en premier lieu. Donc avant d'être des clients ou des utilisateurs, on est des êtres humains avec des sentiments, avec des émotions. Et ensuite, il y a perception, qui est quelque chose qui est très subjectif. Votre perception va dépendre de votre éducation, elle va dépendre aussi de votre humeur du moment, elle va dépendre de si vous passez une bonne journée ou pas. Ensuite, il y a le use or anticipated use, parce que votre expérience va commencer avant même que vous ayez commencé à utiliser le service. Et enfin, product, system or service, parce qu'on ne parle pas juste d'une application mobile ou d'un site web, mais c'est une expérience dans son ensemble. Donc justement, l'expérience, on ne parle pas ici d'une accumulation de connaissances, ce n'est pas les gens qui sont expérimentés vs les gens qui ne sont pas expérimentés, c'est plus une question de sentiment et une question de sentiment finalement. Comme par exemple quand vous allez à Disneyland pour vivre l'expérience Disney. Quand vous sautez d'un avion, vous vivez une expérience. Et voilà, on vit des expériences tous les jours. Votre premier baiser, c'était une expérience également. Et je suis sûr qu'il y a des expériences dont vous vous rappellerez toute votre vie. Même quand vous aurez 60 ans, si vous en avez 20 aujourd'hui, vous en rappellerez tout le temps. Prenez peut-être 2-3 secondes là pour réfléchir à une expérience comme ça qui serait marquante pour vous. Et vous allez voir que si on cherche à définir une expérience, sa principale caractéristique, c'est qu'elle est unique. On peut essayer de reproduire plusieurs fois une expérience. La vérité, c'est qu'on n'arrivera jamais à le faire. Votre deuxième baiser, il n'avait pas la même saveur que le premier. En réalité, chaque expérience est vraiment personnelle et unique. Et la plupart des autres caractéristiques de l'expérience vont être liées aux émotions. Si vous vous rappelez l'expérience à laquelle vous avez pensé là il y a quelques secondes, je suis quasiment sûr qu'elle est liée à une émotion qui était plutôt forte, qu'elle soit positive ou négative. Plus l'émotion va être forte, plus l'expérience va être intense aussi. Et c'est quelque chose d'important à savoir en tant que designer, c'est que les sens humains vont en quelque sorte réactiver les émotions et les souvenirs qui étaient associés. Moi, quand je sens l'odeur de friture, ça me rappelle le dimanche midi quand j'allais manger chez mes grands-parents où ma grand-mère faisait des frites. Si on reparle d'expérience en tant qu'utilisateur, elle est principalement influencée par 3 facteurs. Et ça, c'est très important. Vous avez le produit, bien sûr. Vous avez également les facteurs humains, c'est-à-dire les limites de notre corps et de notre cerveau, et le contexte dans lequel on va utiliser le produit ou le service. Donc quand on parle de facteurs humains, on va parler également d'ergonomie et d'accessibilité. Donc l'ergonomie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va définir l'accessibilité, l'utilité et l'utilisabilité. Alors si je me trompe sur utilisabilité, vous ne m'en voudrez pas, c'est un peu compliqué à dire. Donc pour préciser un petit peu les notions, l'accessibilité, rendre quelque chose accessible, c'est adapter les outils, les interfaces et les services. C'est bon. Rendre quelque chose d'utile, ça va être optimiser le confort et la satisfaction, et augmenter l'utilisabilité, rendre quelque chose plus utilisable, c'est améliorer la productivité et l'efficacité. Donc en parlant d'ergonomie, on a 3 types principaux d'ergonomie qui vont être l'ergonomie physique, l'ergonomie organisationnelle et l'ergonomie cognitive. Donc l'ergonomie physique, c'est ce qui va traiter des limites de notre corps. Si par exemple on essaie de designer un produit, alors je ne sais pas, une clé pour ouvrir sa maison, mais où on doit utiliser les 2 mains pour ouvrir. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont qu'une seule main dans la salle? Tout le monde a ses 2 mains, c'est cool.
Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui naissent avec qu'une seule main, ou il y a des accidents de la vie qui font qu'on perd l'usage de sa main de façon permanente. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un handicap permanent, du coup. Mais il y a d'autres types de handicaps qui vont être le handicap temporaire. Si par exemple, là il a fait froid récemment, vous glissez sur une plaque de verglas, vous vous cassez le bras, vous n'avez plus qu'une main disponible, du coup vous ne pouvez plus utiliser votre clé qui s'utilise à deux mains. Et de la même façon, il y a un handicap qui va être situationnel. C'est si vous sortez de votre voiture et que vous portez vos courses, et c'est pareil, vous n'allez pas réussir. Alors cet exemple-là, on peut le décliner de plein de façons, en particulier avec les assistants vocaux, puisque les personnes qui sont muettes de naissance, les assistants vocaux, c'est mort. Si par contre, voilà, vous êtes malade, vous n'avez plus trop de voix, c'est un peu compliqué. Si vous venez d'aller chez le dentiste et que vous n'arrivez pas à articuler, c'est pareil, de façon situationnelle, vous n'allez pas pouvoir utiliser le produit. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important parce que finalement le handicap, ça concerne tout le monde quand on fait du design et il faut penser à ces situations-là également. Ensuite, j'ai parlé de l'ergonomie organisationnelle. Donc ça va traiter de l'optimisation des structures, des règles et des processus. Par exemple, vous rentrez dans une librairie, vous cherchez un livre, même si vous n'êtes jamais rentré dans cette librairie, vous allez savoir comment trouver le livre. Pour deux raisons. La première, c'est que potentiellement, vous êtes déjà rentré dans une librairie et vous savez comment c'est organisé. Et la deuxième, c'est que même si vous n'êtes jamais rentré dans une librairie, vous rentrez, vous voyez qu'il y a les rayons avec les titres au-dessus des rayons. Et quand vous arrivez dans un rayon, vous comprenez que c'est organisé par auteur, ordre alphabétique. Et vous allez pouvoir retrouver votre livre comme ça. Et si on transpose ça au service numérique, on se rend compte que les informations que les utilisateurs ont l'habitude de retrouver à certains endroits, il vaut mieux les mettre à ces endroits-là. Comme le bouton Mon compte, par exemple, qui va être souvent en haut à droite ou en haut à gauche sur les sites ou les applications. Si vous ne le mettez pas là, il va y avoir un apprentissage supplémentaire pour l'utilisateur pour retrouver son information. Et c'est pour ça aussi que si vous avez un doute sur votre design, il vaut mieux vous cantonner sur le mobile au design system qui sont préconisés par Google, le Material Design, ou le design system que préconise Apple sur iPhone. Parce que du coup, les utilisateurs vont être plus habitués à retrouver les informations et ils ont l'habitude de la façon dont les informations sont structurées sur leur téléphone. Et pour finir, l'ergonomie cognitive, qui elle, va traiter des limites de notre cerveau. Donc, par exemple, notre capacité à rester concentré, notre perception, notre mémoire et aussi notre faculté à apprendre. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet qui a été traité un petit peu ce matin dans la keynote. On va essayer, en tant que designer, de minimiser le biais d'apprentissage de notre produit ou de notre service. Et ça, il y a un truc qui est assez sympa pour le faire, ça s'appelle l'affordance. Donc vous avez la définition qui est là. En fait, c'est la faculté d'un objet de suggérer lui-même, de par sa forme, ce qu'on peut faire avec, comme par exemple un crayon. Je parle d'expérience, vous donnez un crayon à un enfant de 2 ans, même s'il ne va pas l'utiliser de façon optimale, il va savoir s'en servir quand même. C'est pareil, une chaise par exemple. Bon, on sait tous utiliser une chaise, mais si on n'en avait jamais vu de notre vie, on se dirait que la hauteur globalement de l'assise, la position du dossier, ça laisse entendre qu'on peut s'asseoir dessus et mettre son dos sur le dossier. Et c'est assez amusant de regarder autour de nous ceux qui nécessitent de l'apprentissage ou non. Et typiquement, j'ai mis cette photo-là des portes où c'est écrit push, mais où la forme de la poignée invite à la prendre et naturellement, on aurait tendance à la tirer. Donc là, après, la solution serait été peut-être de mettre juste une plaque et rien du tout pour montrer qu'on peut la pousser un peu comme dans les saloons. Mais voilà, en tous les cas, ça peut porter à confusion. Et c'est pareil, je voyais hier sur les Tesla, par exemple, sur les voitures Tesla, les poignées pour ouvrir. Sur une voiture classique, on va dire, on prend la poignée, on a envie d'ouvrir la porte, donc on a envie d'essayer de tirer dessus. Sur une Tesla, c'est juste une petite plaque métallique et naturellement, même si on a envie essayer d'y trifouiller, on ne comprend pas forcément tout de suite comment ça va fonctionner pour ouvrir la porte. Donc si on retranscrit ça encore d'un point de vue service numérique, on se rend compte qu'il faut que vous fassiez un design qui laisse aussi suggérer ce que vous pouvez faire avec votre produit. Il faut essayer de faire des boutons qui ressemblent à des boutons, par exemple. Donc on a parlé de l'affordance, et il y a une base de loi comme ça qui est intéressante, qui s'appelle Laws of UX sur Internet, et qui regroupe des principes entre l'UX et notre cerveau. Vous trouverez par exemple du coup la loi de Miller qui dit qu'on peut garder dans notre mémoire de travail que 7 éléments en parallèle.
Et c'est intéressant quand on pense des fois aux burger menus qui sont énormes sur mobile ou aux menus sur les sites web où il y a plein d'éléments en simultané. Je ne ferai pas la traduction, il y a la loi de l'uniform connectedness qui dit, alors attention parce que là, il faut, faut suivre, que des éléments qui sont visuellement connectés vont être perçus par l'utilisateur comme plus en relation que des éléments qui n'ont aucune connexion visuelle entre eux. Donc voilà, on a l'esthétique et usability effect qui dit aussi que les éléments qui sont, enfin les designs qui sont plus attrayants esthétiquement sont perçus comme plus faciles à utiliser, même si ce n'est pas du tout le cas. Donc ces lois sont bien sûr issues de la façon dont notre cerveau fonctionne. Et si comprendre comment notre cerveau fonctionne pour faire des meilleurs designs, c'est cool. Il y a aussi un pendant côté obscur, je dirais, où bah, du coup, comme on sait comment notre cerveau fonctionne, on sait comment exploiter des biais cognitifs pour, bah, bien sûr, pour l'argent. Donc, on peut par exemple être distrait par les notifications quand on est en train de faire une activité. On a le petit point rouge qui apparaît avec la petite cloche. On a envie d'aller voir ce qui se passe. On a le scroll infini où bah, du coup on perd complètement la notion du temps quand on est là-dessus. L'effet vortex, c'est bah, par exemple quand vous êtes sur YouTube pour regarder comment vous démarrez une voiture sans batterie et vous vous retrouvez au bout d'une heure à regarder des vidéos de chatons. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Et donc bien sûr, l'exploitation de ces biais cognitifs, bah, c'est éthiquement discutable hein, quand même. Et il y a un collectif en France qui s'appelle Designer Éthique qui donne des conférences et qui cherche à pointer du doigt un peu les services qui exploitent ces biais cognitifs dans leurs produits. Voilà, donc si faire une bonne UX, c'était une pyramide de Maslow, dans quel ordre on remettrait les choses? J'essaie d'accélérer un petit peu. Quand j'ai un peu plus de temps, je fais travailler les gens, mais là, j'ai pas, j'ai pas trop le temps, donc je vais devoir le faire tout seul. Donc, si je vous donne les éléments, accessibilité. Donc l'accessibilité, on a dit, c'est rendre le produit disponible par toute personne en toutes circonstances. La persuasion, c'est le produit est super cool, on a envie de partager, d'en parler à sa famille, tout ça. L'utilisabilité, c'est facile à utiliser. Le plaisir, c'est ben, on a des émotions positives en utilisant le produit. Et l'utilité, c'est ça répond à un réel besoin client. Alors si je vais un peu plus vite là-dessus, le premier, c'est bien sûr l'accessibilité. Si vous développez une application mobile qui a besoin du réseau pour des personnes qui travaillent sous terre où il n'y a pas de réseau, c'est fini. Vous avez déjà raté votre cible directe. Le deuxième, c'est l'utilité. Si ça répond aux besoins du client, même si votre design est tout moche, qu'il y a des boutons partout, qu'il n'y a pas de couleur, bah, c'est déjà un plus. Le troisième, l'utilisabilité. Plus c'est simple, mieux c'est. Le quatrième, le plaisir. Là, du coup, vous avez déjà un bon produit. Votre utilisateur est content de l'utiliser. Et enfin, la persuasion. Si vous vous réveillez la nuit en me disant ah purée, demain, il faut que j'en parle à Michel, c'était génial ce truc. Là, vous avez la cerise sur le gâteau, vous avez une bonne UX. Alors en conclusion, j'ai une petite image amusante que j'ai trouvée sur Internet. Je vous laisse l'apprécier 2 secondes. C'est du coup le problème vient du titre que j'avais associé à cette image-là sur le net, qui était UI versus UX. Alors moi, ça me gêne un peu parce que ça voudrait dire que l'UI, c'est un truc qui est certes très joli, mais un peu très stupide aussi. Et en fait, la vérité, c'est que l'UI, elle fait partie de l'UX en fait. Quand on regarde cette image, on se rend compte que le problème, c'est qu'un manque d'empathie, ça peut conduire à une UX qui est désastreuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le produit, mais il y a aussi les facteurs humains et le contexte d'utilisation. Et là, le contexte d'utilisation, on ne l'avait pas du tout au moment du design. Si vous voulez créer une bonne UX, il faut que vous vous mettiez à la place de vos utilisateurs. Et ça, c'est le centre de tout, en fait. Si vous voulez faire n'importe quelle démarche UX avec des tests utilisateurs, avec des tests AB, avec des empathy maps, des personas, vous allez faire des brainstorming pour essayer de comprendre comprendre les utilisateurs, tout repose sur l'empathie. Parce que l'expérience, on a vu, c'est lié aux émotions. Et les émotions, du coup, c'est des émotions qui sont des émotions humaines, qui vont être propres à chacun. Et du coup, voilà, mettez-vous à la place de vos utilisateurs et vous en sortirez avec des UX qui seront bien meilleurs. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié le talk. C'était un peu rapide.
Il reste assez peu de temps pour les questions, 10 secondes pour ainsi dire. Donc je pense que si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me reparler après. Je serai sur la conf de toute façon pendant les 2 jours. Et j'ai du coup le petit QR code pour l'open feedback, même si voilà, sur l'appli, vous allez retrouver l'open feedback pour noter la conf. Merci.